Allez, l'heure est venue d'ouvrir notre débat sur la RIS. Avec nous en plateau, le directeur général de France Assureur, Franck Levallois. Bonjour. Bonjour. Avec nous également le président de Planète CSCA, Bertrand de Sermon. Bertrand, bonjour. Bonjour Jean-François. Henri Debrune, président de Medi. Bonjour Henri. Bonjour. Et avec nous également le président d'AGA, Pascal Chapelon. Bonjour Pascal. Bonjour. Allez, on attaque donc, ça y est, Mairead McGuinness a présenté son projet. On va donc débattre du contenu de ce projet, mais si vous le voulez bien, je voudrais qu'on essaie de réfléchir à l'application potentielle de ce texte. Et donc, se pose avant tout une question de calendrier. Pourquoi ? Parce que ce texte a été présenté. Les textes européens suivent un certain parcours. Il n'aura échappé à personne que l'année prochaine, il y a des élections. Déjà, première question avec vous, Franck Levallois, puisque vous suivez ces sujets européens de près. Le parcours d'un texte européen, c'est quoi ? Bon, d'abord sur ce texte-là, il faut noter qu'il a été, le projet de directive a été publié par la Commission le 24 mai dernier. Donc, quelles sont les prochaines étapes ? On rentre aujourd'hui dans une phase de travail technique entre co-législateurs, c'est-à-dire la Commission européenne, le Conseil européen et le Parlement européen. Alors, c'est un travail entre co-législateurs qui peut prendre un certain temps. Il y a toujours des textes, d'ailleurs, qui n'ont jamais abouti, finalement. Et ce que l'on se dit, c'est que ce travail de co-législation, avant de rentrer dans un trilogue, c'est-à-dire pour essayer de synthétiser ces trois travaux avant d'adopter un texte, eh bien, ça peut nous conduire au-delà de la mandature dans laquelle nous sommes aujourd'hui, c'est-à-dire un texte qui ne serait pas adopté avant les prochaines élections européennes, compte tenu des travaux qu'il faut encore mener. Ok, si on regarde la présidence, Pascal Chapelon, la présidence espagnole, on a un peu quel sentiment ? On se dit que ça les branche pas ? Je sais pas trop aujourd'hui. La présidence espagnole dit on veut aller vite sur un certain nombre de sujets. Si ce sujet aujourd'hui est dans le périmètre, effectivement, ils auront volonté d'aller vite. Après, aller vite, ça veut dire quoi ? Il y aura effectivement des élections. Il y aura peut-être une majorité écologiste qui pourrait être un peu plus forte qu'aujourd'hui. On pourra avoir peut-être des priorités différentes par rapport à ce qu'on est aujourd'hui en termes d'attente sur un grand nombre de sujets. Enfin, aujourd'hui, au Parlement européen, la thématique, elle est très, très, très grande. Est-ce que la RIS, aujourd'hui, fera réellement partie du projet prioritaire de la présidence espagnole ? J'en suis pas sûr. Bertrand de Sermon, votre sentiment ? Alors moi, j'ai un sentiment complètement différent. Je pense que la présidence espagnole veut aller très vite et a inscrit ce sujet comme devant être bouclé à la fin de sa présidence, c'est-à-dire à la fin décembre. Alors, ambitieux, pas ambitieux, possible, pas possible, j'en sais rien, mais franchement, de ce qu'on a compris, c'est un sujet qui va être poussé, en tout cas. Et en tout état de cause, je pense que, à la limite, quel que soit l'horizon qu'on donne à ce calendrier, je crois qu'il faut surtout pas qu'on s'endorme. J'ai déjà le sentiment qu'on s'est fait un petit peu endormir par McGuinness, qui a balancé du ban of commission et puis du pas ban of commission. Honnêtement, je pense qu'il faut qu'on soit terriblement sur le qui-vive et que on ne compte pas trop sur des élections ou des majorités éventuelles dans le futur Parlement pour se dire ça va être bon ou ça va être moins bon. Henri Debrune, votre sentiment, sachant qu'au-delà de l'adoption du texte en Europe, il y a après, derrière, éventuellement, son traitement au niveau national. Donc vous voyez le calendrier comment ? Alors moi, je vois le calendrier pas si rapide, probablement pas avant 2025, mais on n'est pas à l'abri d'une présidence espagnole qui veuille aller vite. Et dans tous les cas, je pense qu'il ne faut pas faire baisser la pression. C'est maintenant qu'il faut commencer à parler au Parlement, surtout aux parlementaires, parce que là, il y a beaucoup à craindre, à mon avis, de manière à encadrer leur réflexion. Ok, je voudrais qu'on rebondisse. On voit qu'il y a des avis différents, ça peut aller vite. Bertrand de Sermon nous dit de toute manière que ça aille vite ou que ça aille pas vite, surtout il faut pas qu'on baisse la garde. Moi j'ai en fait une autre question de fond, parce que derrière le calendrier, on se dit changement de parlement, changement de commissaire, etc. Est-ce que la RIS, je vais caricaturer comme d'habitude, mais au moins ça simplifiera les choses. Est-ce que c'est une initiative personnelle de Mairead McGuinness, ou est-ce que finalement, quand on regarde les choses, c'est dans la droite ligne de la stratégie de la Commission européenne ? Henri Debrune, savez-vous ? Oui, je pense que c'est dans la stratégie de long terme de la Commission.
Les premiers textes de 1994 de mémoire posaient déjà ces orientations-là. Bon, alors elles se sont creusées, elles ont évolué. Les organisations de consommateurs sont de plus en plus pressantes, mais c'est, à mon avis, relativement structurel. Consensus sur ce sujet? Oui. Ouais. Oui, en fait, la RIS, la Retail Investment Strategy, c'est un plan finalement. Enfin, elle s'inscrit dans une marge de long terme, un plan qui est le Capital Market Union, hein, qui vise en fait à conduire les investisseurs, les citoyens européens, à davantage investir en Europe pour financer les grands défis de l'Europe. Les grands défis, c'est-à-dire le défi démographique, la relance économique ou la transition numérique et la transition durable. Ok. Lorsque Mairead McGuinness présente son projet, il y avait une position française qui avait été, je dirais, commune, puisqu'on a même eu des travaux du CCSF regroupant les conseillers, les producteurs, les consommateurs qui s'étaient mis d'accord sur une position. Puis il y avait un terme que personne ne voulait voir dans le texte, c'était ban of commission. Lorsque Mairead McGuinness présente son projet, il n'y a pas marqué ban of commission, à une exception près pour les services de RTO. Et donc, dans les heures qui suivent la présentation, c'est un peu la fête au village. On a l'impression que les bouteilles de champagne ont pété et on dit « chouette, on a gagné ». Et si vous me permettez, messieurs, quelques jours plus tard, je constate qu'il y a un communiqué de presse signé par à peu près toute la place qui dit « c'est super ce machin-là, mais a priori, il y a quand même plein de choses qui vont pas ». Alors, on va jouer, on va essayer de comprendre. Donc, l'exercice va être simple. On va commencer par faire un petit tour de table et en une ou deux idées, vous allez me dire ce qui vous semble poser problème et après, on va creuser pour essayer de bien comprendre. Franck Levallois, je commence avec vous. Bon, d'abord, peut-être Jean-François, je pense qu'on a été nombreux à ne pas crier victoire. Hein. C'est pas parce qu'on avait entendu la commissaire McGuinness à l'Eurofi dire qu'il n'y aurait pas d'interdiction du commissionnement que pour autant on avait débouché le champagne. On était très prudents et force est de constater qu'en lisant le projet de directive, on a eu raison d'être prudent, d'où la réaction d'un certain nombre de fédérations ensuite. Pour répondre à la question, ce qui peut nous aider, en quelques idées, ce qui peut être gênant dans ce texte, c'est la dose d'incertitude qu'il introduit, les ambiguïtés. Par exemple, lorsqu'on parle de distribution indépendante, on ne sait pas ce que veut dire précisément indépendant. Ok, donc le wording du texte, vous dites qu'il y a un problème. Oui, les formulations peuvent laisser une part très importante à l'interprétation, et c'est là où l'interdiction des commissions, on peut la voir en creux néanmoins, à travers des conditions qui sont données. Un autre sujet qui nous embête, c'est finalement ce retour vers le futur, puisque le texte en l'état demande ou introduit un visa des contrats, des offres, des nouveaux produits pour vérifier qu'ils répondent bien à cette logique de value for money, et ça serait un visa qui serait délivré par les superviseurs. Quand je dis ces retours vers le futur, ça nous renvoie avant les années 1990. Ok, donc ça c'est les deux points que vous notez, l'incertitude et le problème de la validation des produits. Bertrand de Surmont, qu'est-ce qui vous gêne? Ce qui nous gêne, nous, le plus, c'est que d'un texte, et Franck vient de le rappeler, qui est à l'origine destiné à améliorer, fluidifier le marché européen des capitaux, donc les placements. Hein. On en vient via le véhicule utilisé, qui est le véhicule omnibus. Alors pour ceux qui ne savent pas, c'est un véhicule qui permet de toucher plusieurs lois sous-jacentes. Ce projet va toucher à la fois la partie PIA, produit d'investissement en assurance, mais est étendu également à la DDA. Donc là, on est sur tout ce qui couvre le dommage. Et donc, moi, ce qui me semble extrêmement dangereux, c'est de voir de la manière dont c'est rédigé déjà pour la partie PIA, mais d'imaginer un instant une transposition sur la partie dommage. Ok, voilà, donc le véhicule, omnibus, voilà. Autre reproche. Non, mais si vous en trouvez un autre, je vous en trouverai un autre plus tard. Ouais. Henri Lebrun. Alors moi, j'en ai deux qui recouvrent ce que disait Monsieur Levallois, c'est que, d'une part, la labellisation conduit à l'uniformisation.
qu'on le veuille ou non. C'est pas par hasard qu'un gouvernement d'une certaine époque, que je ne vais pas qualifier, avait décidé de libéraliser. Bon, tout d'un coup, on revient en arrière, c'est l'uniformisation. Et en fait, ça ouvre un boulevard aux ETF, quoi, pour dire les choses très brutalement. Le deuxième élément, c'est on reste sur le ban commission. Les contraintes qui sont mises, c'est vrai qu'ils sont mal rédigées, qui sont difficilement compréhensibles. On y a passé des heures avec une partie de mon équipe, conduisent à imaginer que pour le distributeur de base, prétendument indépendant, agent ou courtier, ça va être impraticable. Ok, Pascal Chaplon. La rédaction du texte en tant que telle, je pense qu'elle est mal montée. On veut protéger le consommateur, mais on voudrait aujourd'hui développer l'ubérisation du conseil. C'est-à-dire que, à un moment donné, on va aller vers la privation du conseil, alors que la grande direction, la grande directive, c'est de dire il faut absolument accompagner mieux les clients. Ok, mais si on le prive de conseil, ça serait quand même vachement plus compliqué. L'autre sujet qui pose aussi pour moi problème, c'est la notion de labellisation des produits. Ça, je pense que on est effectivement en train de faire un bond de 30 ans en arrière. Ça me paraît complètement ahurissant. Confier à un superviseur l'autorisation de commercialiser ou pas, ça me paraît contraire à nos grands principes. Et puis, on a un paragraphe, alors qui passe peut-être un petit peu plus inaperçu, sur la certification des intervenants. Alors, est-ce que ça s'applique aux agents généraux? Est-ce que ça s'applique aux courtiers? Est-ce que ça s'applique au CGP? Est-ce que ça s'applique aux salariés? Je pense que tout le monde va être arrosé par cette notion de certification. Ça veut dire quoi? À quel titre ma certification me permettra de? Je ne sais pas. Aujourd'hui, sur ce point, on est un peu dans le flou artistique, y compris dans celui de la traduction, parce que je ne suis pas sûr que la traduction française d'un mot anglais sera forcément dans le même sens qu'on souhaiterait l'entendre. Ok, on est tous d'accord que pour l'instant, tout le monde est en train de parler de la version du texte qu'il a étudiée, qui est la version en langue anglaise, Absolument. Qui a été publiée pour l'instant. C'est la seule qui a été publiée. Ouais. Un morceau a été traduit hier ou avant-hier, je crois, vendredi. Ah, je l'ai pas. Ce qui fait que ça nous donne un délai de réponse en ce qui concerne nos observations jusqu'au 28 août. Alors, je prends, si vous voulez bien, vos différents sujets dans un ordre différent. Je vais commencer par l'omnibus. Je voudrais vous entendre sur, en fait, l'argumentation suivante. Est-ce que dans le cadre et là encore, finalement, je remets dans le débat où on regarde les choses d'un point de vue historique, le fait que ce soit un omnibus, que ça touche à la fois MiFID, que ça touche à la fois DDA, c'est pas dans la cohérence générale qui existe d'aller à la convergence de MiFID et de DDA, et qu'on voit bien, y compris même en France, où vous avez un certain nombre de positions qui sont prises en des termes identiques par l'autorité des marchés financiers et par la CPR. Justement, je pense que c'est dommageable. Pourquoi? Tout simplement parce que cette convergence entre DDA et MiFID, avec des arguments de simplification, de facilité de lecture et d'appropriation de la réglementation, en fait, elle ignore un point, c'est qu'en réalité, un produit ou un contrat d'assurance vie, c'est pas un compte-titre. On est sur des produits fondamentalement différents. Je prends un exemple ou deux. Dans un contrat d'assurance vie, le souscripteur, donc l'épargnant, n'est pas propriétaire des titres. Il est co-contractant, mais il n'est pas propriétaire des titres, à la différence d'un compte-titre, par exemple. Donc, il y a des différences structurelles, juridiques, en l'occurrence, dans l'exemple que je viens de prendre. Un autre exemple, c'est que dans un contrat d'assurance vie, il peut y avoir des garanties, des engagements pris par l'assureur qui sont d'une autre nature. On peut penser à du décès, on peut penser à des prévoyances, par exemple. Donc, ce sont des produits fondamentalement différents. Et on voudrait, finalement, avoir une réglementation des exigences identiques. Je pense que là, on est en train d'écraser les spécificités de l'assurance vie. C'est pour ça que je dis que c'est dommageable.
Bertrand de Sombre, Franck Levallois vient de nous faire la comparaison entre le compte-titre et le contrat d'assurance vie, qui sont deux produits de nature juridique très différentes. Moi, j'ai envie de vous poser une question. Planète CSCA est un syndicat de courtiers qui, pour nombre d'entre eux, sont des courtiers de proximité et qui font du dommage. Pourquoi vous êtes-vous intéressé à ce texte européen alors que son origine est quand même un produit qui a vocation à s'intéresser aux produits d'investissement ? Alors, pour deux raisons. D'abord, parce qu'on a quand même quelques adhérents qui agissent sur cette branche-là. Et ça pourrait être d'ailleurs une excuse suffisante, une raison suffisante. Et la deuxième, qui est historique, c'est qu'on sait parfaitement, on l'a vu dans le cadre de DIA, on l'a vu dans le cadre de DDA, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une décision de MiFID, à chaque fois qu'une décision est prise sur les PIA, alors, dans le temps, on voit bien qu'il y a une porosité par rapport au dommage. Donc, on s'était dit effectivement, puisque ça fait à peu près 2 ans qu'on travaille sur le sujet, ouais, un peu plus de 2 ans même, on s'était dit, préparons-nous parce que il y a un jour viendra où on ne sait pas que ce jour-là viendrait si vite. Henri Debruyne, je reviens vers vous. Tout à l'heure, vous m'avez donné comme argument le sujet du conseil. Je rebondis sur ce que disait, je reprends l'exemple de la différence entre le compte-titre et le contrat d'assurance vie. D'un point de vue réglementaire, il y a une différence entre un compte-titre et un contrat d'assurance vie, c'est qu'en assurance vie, la France a fait le choix d'un conseil obligatoire, ce qui n'est pas le cas sur la partie titre, puisqu'on peut être en situation de RTO. Comment vous lisez ce qui s'est passé, ce que dit le texte sur le conseil? Parce qu'il y a quand même, à la base, visiblement, un renforcement assez fort de la notion de conseil. Oui, parce que ça avait dérivé depuis 2012. 2012 a été la date, le 3 juillet d'ailleurs, c'est presque un anniversaire, de la présentation du texte, du premier texte, de la première version de la DDA, par un commissaire européen qui s'appelle, qui vit toujours, Michel Barnier. Bon. Et j'avais retenu une phrase qui éclairait bien l'objectif fondamental du texte, qui était de dire on ne doit plus vendre en Europe un produit d'assurance sans le conseil ad hoc, dans le texte. Et donc, là-dessus, bon, il y a eu tous les échanges possibles. Et résultat des courses, à la fin, on a dit, écoutez, les pays feront ce qu'ils ont envie de faire. Donc, la France a conservé, et l'avait dit très tôt, on conserve l'obligation de conseil. L'Allemagne n'a pas suivi le même chemin. Bon, les Pays-Bas sont partis dans une autre direction. Bon, chacun a fait à peu près ce qu'il fait, mais à peu près partout, bon, sauf bien sûr en France, le conseil s'est affaibli de manière assez systématique. Et donc, à la lecture du texte, mais c'est juste la lecture, j'ai l'impression effectivement qu'ils se sont rendus compte qu'ils avaient été trop loin et qu'il fallait revenir à ce niveau d'obligation. C'est-à-dire, il faut assortir la commercialisation des produits d'assurance avec la dimension de conseil qui est absolument nécessaire pour éclairer le client. C'est ça que j'ai compris. Mais bon, les moyens sont pas à la hauteur de l'ambition. Ok, Pascal Chapelan, justement par rapport à ce sujet du conseil, dans à peu près tous les segments de l'économie, il y a ce que l'on appelle de l'ubérisation. On va partir de ça, notamment avec les transports, avec la concurrence que ça a pu faire au taxi. Est-ce que, justement, sur ces sujets-là du Conseil, vous dites qu'il y a un risque d'ubérisation au vu du texte? Mais bien sûr. Je pense qu'aujourd'hui, quand on regarde le parcours disons, un épargnant, au sens large, qui va rencontrer un courtier ou un agent général, son parcours de vie et la durée de son épargne va être de l'ordre de 12 à 15 ans. Pendant cette période-là, c'est un accompagnement. Aujourd'hui, je vais accompagner le client dans toutes les phases de sa vie, d'investissement, de mariage, de naissance, d'achat d'une résidence principale, de vente de son entreprise. Tous ces moments de vie, je vais moi les traiter à travers l'analyse, le conseil, l'accompagnement, qui va faire que les choix que l'on va décider avec ce client, ça sera en connaissance de cause de sa situation personnelle. Aujourd'hui, je suis moi très dubitatif sur le fait de remplacer l'agent général ou le courtier par une application sur un iPhone qui permettra de dire en 5 clics, monsieur le client, voilà le modèle d'investissement que vous devez faire.
Là, très sincèrement, pour moi, c'est un risque majeur. Et on voit bien, on parlait tout à l'heure des Pays-Bas, en ce qui concerne les Pays-Bas ou l'Angleterre, il me semble pas que le marché de l'assurance vie soit en parfaite bonne santé. Bertrand de Surmont. Mais je vais en renfort de ce que tu dis, Pascal. On a vu quand même récemment et l'Angleterre et la Hollande qui ont fait le choix du refus de la Commission depuis 10 ans, on va faire court, à peu près, commencer à s'interroger sur le bien fondé de cette décision. Parce que constatant quoi ? Que le coût du conseil, de l'accès au conseil, était plus cher, et que pour ceux qui ne voulaient pas avoir accès au conseil et payer le coût de ce conseil, on arrivait à quoi ? Une espèce de désassurantialisation. Et donc, enfin, faut se rendre compte de la situation dans laquelle on est. Ceux qui en ont fait l'expérience depuis 10 ans en reviennent, et au niveau de l'Europe, on dit il faut y aller. Je donne la parole à Franck de suite, et je rajoute un élément dans le débat, puisque mon rôle, c'est quand même de jouer l'empêcheur de tourner en rond. Est-ce que, notamment par rapport au digital, on ne court pas le risque, par rapport à ce qui est en train de se passer, de voir des agents économiques qui veulent faire du digital, qui disent ces contraintes d'un point de vue assurantiel sont aujourd'hui trop lourdes pour nous, pour exercer notre activité en digital, et donc quelque part on demande à la France de sortir du schéma, d'imposer le conseil en assurance. Oui, mais c'est déjà le cas depuis plusieurs années. Oui. Franck. Alors oui, on est à contresens historique, parce que en Europe, où on aime bien se comparer les uns les autres, faire du partage de bonnes pratiques, comme on dit, on s'aperçoit qu'en réalité, on n'a pas d'exemple qui ait marché, et en sortant en fait du commissionnement, les exemples des Pays-Bas ou du Royaume-Uni sont de mauvais exemples de ce point de vue, et on conduit finalement à une forme de refus ou d'exclusion d'une partie des épargnants. Rappelons qu'en France, l'assurance vie, 40% des encours sont des encours de moins de 5 000 euros. 40%. Bon. Donc, il faut bien voir quand même que pour ces épargnants qui n'ont pas des moyens illimités, que payer des honoraires, puisque c'est ça la fin du commissionnement, ça reviendrait à payer des honoraires directement par l'épargnant. Je rappelle aussi qu'aujourd'hui, un épargnant peut aller voir plusieurs conseillers, plusieurs agents, plusieurs courtiers avant d'avoir à payer, le coût du conseil, puisqu'il ne le paiera à travers des commissions qu'au moment où il épargnera. Demain, il ne peut plus, puisque s'il va voir un conseiller, le conseiller va le facturer en fonction du temps passé, et c'est la raison pour laquelle on aura, et c'est bien ça, le contresens historique, c'est que ça conduira finalement à passer à côté, même très loin de l'objectif, puisqu'une partie des épargnants vont se détourner de l'assurance vie, et donc on ne va pas atteindre les objectifs de financement des grands défis européens. Alors, on est en train de parler de conseil et quelque part de rémunération. Il y a une phrase qui a été dite tout à l'heure, c'était par Franck Levallois sur les rétrocessions, en disant que tout était peut-être pas si clair que ça. Donc, on va débattre sur le sujet, mais Henri, je vais me tourner vers vous pour commencer. Est-ce que effectivement il n'y a pas de ban des commissions, ou est-ce que finalement, quand on regarde les contraintes que l'on donne pour avoir droit à commission, le ban, il n'est pas écrit dans les textes, mais en pratique, il existe? Ah ben, c'est ma lecture. Hein. Alors, je suis pas complètement au bout parce qu'il faudra tout comprendre, etc. Mais enfin, on a bien regardé, les contraintes qui sont posées empêcheront réellement. Alors, les agents généraux, ça paraît évident, mais une grande partie des courtiers. Hein, alors, pour qu'on soit clair, pardon, on est entre nous dans un débat d'initiés. Donc, on va, Henri, je vais vous demander de dire en quelques mots, quand on dit les contraintes qui sont présentées par la Commission européenne, grosso modo, elle nous dit quoi? Pour le résumer, et je parle sur le contrôle de ceux qui m'entourent, la Commission dit on peut justifier des commissions dans la mesure où l'intervenant, donc le distributeur, pour reprendre la formule consacrée, est en mesure de présenter une offre suffisamment ouverte, on ne dit pas combien, ni bon, mais suffisamment ouverte, c'est-à-dire qu'il puisse dire à son client, voilà, je vous propose plusieurs produits et je vous conseille plutôt celui-ci que celui-là.
Voilà. OK, donc ça, vous nous dites, grosso modo, par rapport au système de distribution en France. Aujourd'hui, les agents sont, pour l'essentiel, exclusifs sur ce sujet-là. Les courtiers, je donne juste un chiffre, mais qui est connu, c'est qu'ils ont en moyenne, en assurance vie, 3 codes, et qu'ils apportent en assurance vie, c'est un peu moins en assurance non-vie, à peu près les 2/3 de leur chiffre d'affaires au premier code. Voilà. Donc, ça veut dire qu'ils sont dans une situation qui, factuellement, les empêche de prétendre à des commissions. Pascal, vous avez la même lecture du texte ? Ben, je sais pas aujourd'hui comment lire le texte. Quand je présente à mon client une enveloppe fiscale d'assurance vie, ça s'appelle le produit, et que je lui permets d'accéder à 200, 300, 400, 500 supports, est-ce que je lui propose une offre suffisante ayant au préalable fait la découverte de son besoin et son profil d'investisseur ? Je ne sais pas ça. Est-ce que le fait de proposer 2 produits dans lesquels j'aurai à nouveau 2 fois 200 ou 300 supports, je ne sais pas lire le texte là aujourd'hui. Et très sincèrement, là on a besoin effectivement de documenter le sujet. Il y a des inconnus, c'est clair. Parce que je suis à même de proposer 2 produits et puis peut-être 700 supports. Donc effectivement, mon produit c'est quoi ? C'est une enveloppe fiscale. C'est que ça. En fait, c'est toute l'ambiguïté du texte que je mentionnais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on ne sait pas. Lorsqu'on parle d'une offre suffisamment large, qu'est-ce qu'on appelle offre ? L'offre, est-ce que c'est des produits distincts ? Est-ce que ce sont des marques différentes ? Est-ce que ce sont des allocations d'actifs qui sont juste différentes ? Sauf que cette offre suffisamment large, elle doit répondre aux besoins de l'épargnant. Une autre illustration, c'est aussi l'interdiction. C'est-à-dire qu'il y a une autorisation du commissionnement, mais sous condition. Et il y a aussi une interdiction pour tout ce qui est vente sans conseil, mais également, je le signale, pour la distribution indépendante. Mais indépendante, où est-ce que c'est défini ? Nulle part. Donc on ne sait pas. Là aussi, autre ambiguïté qui interroge. Bertrand de Chermont ? Parce que ça, là, pour prolonger ce que vient de dire Franck, cette notion d'indépendance, elle est lunaire, elle n'est pas définie. Est-ce que, je vais parler pour les courtiers, mais ça doit être la même chose pour les agents, Pascal. Le courtier, par définition, l'intermédiaire est indépendant dans son statut juridique. Est-ce que ça veut dire pour autant qu'il donne un conseil indépendant ? Alors, c'est quoi l'indépendance ? Et ça, ça fait partie des choses qui ne sont pas traitées. Moi aussi, j'exerce une profession indépendante avec un mandat. Est-ce que je suis indépendant ? OK. Je voudrais... Alors, juste une chose, pardon, Jean-François, pour poursuivre sur ces critères de déclenchement du droit à commission. On en a cité quelques-uns, mais il y en a 4. Et 4 qui sont cumulatifs. Donc, il y a effectivement la gamme appropriée. Là, bon, je ne sais pas très bien ce que c'est, OK, à définir. Après, deuxième critère, je lis, mais en même temps, vous m'en excuserez. Parmi les produits jugés adéquats pour le client représentant des caractéristiques similaires, recommandez le PIA, produit d'investissement en assurance, et le cas échéant, les actifs d'investissement sous-jacents dotés de la meilleure efficacité coût. Comme si on devait comprendre qu'il fallait proposer à nos clients un produit uniquement sur la base de son coût. Alors qu'on sait bien qu'en matière de placement, il y a bien d'autres choses qui rentrent en ligne de compte. Troisième critère. Parmi les produits jugés adéquats pour le client, recommandez au moins un produit ne comportant pas de caractéristiques additionnelles superflues. Comme si on leur proposait quelque chose de superflu. Mais admettons, c'est comme la chauve-souris de Bigard. Ça me fait passer au package bancaire où on mettait des services dont le client n'avait pas besoin et ce qui avait fait grand bruit. Enfin, proposer un produit dont la couverture d'assurance est conforme aux exigences et besoins du client. Oui. Là, on ne va pas s'énerver là-dessus, ça me semble une évidence. Juste, je voudrais par rapport justement à ce que vous nous dites sur le thème du coût, relancer le débat. Est-ce que, finalement, on n'a pas un discours européen qui a, sur le fond, profondément changé tout en semblant être dans une même ligne directrice, qui est qu'on est passé à la base, l'origine des commissions, c'était un problème de conflit d'intérêts. Et est-ce qu'en fait, on n'est pas passé d'un système de conflit d'intérêts à un système de coût qui consiste à dire que la Commission européenne veut faire baisser les prix ?
Ah oui, je crois qu'il y a... Jean-François, vous le dites très bien, le préambule de ce texte, de ce projet de directive, le préambule, il est sans ambiguïté. Il dit très clairement que le commissionnement est porteur de conflits d'intérêts ou d'un risque de conflit d'intérêts. Bon. Et c'est la raison pour laquelle ce texte dit, bon, mais dans la mesure où l'interdiction immédiate du commissionnement risquerait d'avoir des effets importants dans différents pays, alors on va passer par un système qu'on a décrit, c'est-à-dire sous condition, sous contrainte. Bon, ça c'est une chose. Mais en fait, l'idéologie, elle est dès le préambule. L'idée est claire. Et c'est pour ça que tout à l'heure, quand je mentionnais ce délai de 3 ans au terme duquel un bilan sera fait, je pense qu'il faut considérer en l'état cette période de 3 ans comme un délai de grâce. Mais au fond, ce qui pourra en être dit au bout de 3 ans risque en réalité de nous faire revenir à cette volonté initiale d'interdiction des commissions. Et le raisonnement qui a été porté par la commissaire McGuinness, enfin en tout cas les arguments qui ont été portés, vous avez parfaitement raison, étaient des arguments relatifs au coût, c'est-à-dire le coût des contrats. Sauf que dans les comparaisons qui ont été faites, on a comparé des choux et des carottes, si vous me permettez l'expression. On a comparé des contrats ou des produits d'investissement sans conseil à des produits d'investissement avec conseil. Mais si l'objectif c'est de baisser le coût sans jamais s'intéresser à la qualité et à la pertinence des produits, je pense qu'en fait, on va là aussi à contresens et surtout à contresens des intérêts des épargnants. Votre sentiment, Henri ? Je le partage. Je rajoute juste un point. Je pense que le fait d'affubler la commission d'un péché originel de conflit d'intérêts, et dès l'origine, dès les premiers textes, ça apparaît. Donc, est venue se rajouter cette histoire de coût, assez portée d'ailleurs par IOPA. À partir il y a déjà 2 ou 3 ans où les premiers travaux ont montré du doigt que. Mais il y a le fond de la doctrine, pour revenir à la question initiale, est aussi porté par ce fait qu'il y a conflit d'intérêts dès qu'il y a commission. Pascal, votre sentiment sur ce sujet de coût ? Est-ce que finalement, parce que Henri parlait des IOPA, si on raisonne dans l'univers des placements, le sujet du coût, il est à peu près traité depuis 15 ans et il est porté par un acteur majeur qui cherche à capter à lui des parts de marché, c'est les ETF, au détriment de la gestion active avec des modes de distribution qui sont différents. Moi, j'ai pas l'impression que je pratique un péché original quand je vends un contrat d'assurance à un de mes clients. Pourquoi ? Parce que c'est une méconnaissance totale de la relation que l'on a avec nos clients. Aujourd'hui, on ne vend pas un contrat d'assurance et après on découvre le profil. On a déjà toute une phase de découverte du profil du client, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la réglementation fait que pour définir le profil de l'investisseur, on a déjà une panoplie relativement importante de démarches à effectuer avec nos clients. Et encore une fois, cette notion de conseil qui va être amené à proposer à nos assurés un projet d'investissement qui sera un projet pour certains, c'est un projet d'une vie. On n'est pas en train de parler de la vente d'un contrat de consommation classique. Oui, il y a des épargnants, quand ils vont vous amener 5 000 €, ce sont des sommes importantes pour eux parce que ce sont leurs économies. Aujourd'hui, je ne veux pas aujourd'hui traiter ces clients de façon banale, à travers une mauvaise qualité de conseil, et je ne ferai jamais un investissement, même chez un client qui a 5 000 €, sans avoir, avec lui, défini son profil d'investisseur. Parce que on est sur une durée d'épargne qui n'est pas anodine. Aujourd'hui, c'est au moins 8 ans, voire 12, voire 15. Je pense que c'est quelque chose de sérieux. Et là, pour moi, la vision qu'a l'Europe de cette partie épargne, c'est une réelle méconnaissance de la relation commerciale qu'on a avec nos clients. Bertrand de Sermont, un mot sur les coûts et derrière le sujet des coûts, le sujet de la transparence. Alors, est-ce que finalement on n'est pas dans une société où finalement il faut être de plus en plus transparent, les hommes politiques doivent déclarer leur politique. Est-ce qu'il faut pas qu'il y ait de la transparence partout? C'est pas la peine de rigoler sur ce dossier-là. Avant de répondre à votre question, Jean-François, sur le conflit d'intérêts, puisqu'on est parti de là tout à l'heure, je pense que
on a tous, mais là collectivement et historiquement, commis une faute grave. C'est de laisser imaginer sur le plan juridique et perdurer l'idée que ce sont les assureurs qui payent les courtiers, les intermédiaires. Alors, c'est un petit peu différent dans le cadre des agents, pour le coup. Il va quand même falloir, et laissant prospérer cette idée-là, forcément, à un moment ou à un autre, globalement pour toute la distribution, pour le coup, on arrive à la notion de conflit d'intérêts à laquelle on assiste aujourd'hui. Vous nous dites que c'est pas les porteurs de risque qui paient les courtiers. Pas, en tout cas, pour la partie apport et pour la partie conseil, voilà, c'est pas la compagnie qui rémunère le courtier. Il peut arriver qu'une compagnie qui délègue des parties de gestion, de sa propre gestion, à un cabinet de courtage, rémunère le cabinet de courtage pour ce faire, mais à la fin de la journée, ça a été dit d'ailleurs tout à l'heure, c'est quand même le client qui, dans la prime, paye la commission de l'intermédiaire. Enfin, faut revenir un jour ou un autre à des choses simples, non, dans la vie. Et après, on va nous parler de conflit d'intérêts. On va nous parler de conflit d'intérêts avec des niveaux de commission qui, sur le marché, j'ai pas fait d'analyse exhaustive, peut-être que le Médil en a fait une, mais les niveaux de commission, enfin de rémunération, de l'intermédiation, globalement sur le marché, m'ont l'air extrêmement homogènes. Donc, c'est vrai. Ce sujet, je ne le vois pas, mais par honnêteté, il faut dire qu'on en est un tout petit peu responsable. Okay. Bref, je vous entends sur le sujet, mais j'ai l'impression justement que le discours se déplace vers value for money. Alors, et donc, du coup, par là, des sujets de coût et de transparence. Alors, deuxième sujet, puisque là, la question m'a été posée, sur la value for money ou sur la transparence, il faut aussi qu'on fasse un petit peu d'introspection. Ça fait juste des années, et là je prends le monde de l'assurance au sens large, où on n'a pas expliqué ce qu'on faisait. Où le client ne perçoit pas le fait que quand on lui gère un contrat, encore une fois, alors là pour le coup, que ce soit du produit d'investissement de l'assurance ou du dommage, on fait une recherche de placement, du conseil, on accompagne le client tout au long de la vie du contrat, et c'est d'autant plus vrai dans les PIA que dans le dommage. Il y a, à mon avis, je suis pas sur ce segment, mais beaucoup plus de rendez-vous. Et ce qui existe dans le dommage, et pour le coup, pas trop dans le PIA, c'est la notion d'accompagnement au niveau du sinistre, qui intervient et qui demande à ce qu'il soit géré. Et bien tout ça, le client, allez, il considère ça comme normal. Et il ne perçoit pas que le jour où on va passer aux honoraires, eh ben, le placement et le conseil vont être facturés, la gestion du contrat va être facturée et l'accompagnement au niveau du sinistre va être facturé. Et à la fin de la journée, c'est quoi? Ça veut dire somme des honoraires égale supérieure à montant des commissions, puisque plus de mutualisation. En fait, on a confondu un peu on n'a pas expliqué suffisamment ce qu'étaient les frais. Et en fait, les frais, c'est le coût du service. Et ça peut être le coût du service de distribution, le fait d'avoir des agents, des courtiers, des conseillers proches de chez soi qu'on peut aller voir à toute heure, le week-end ou que sais-je. Évidemment, c'est un coût. C'est le coût du conseil. Évidemment, c'est pour les assureurs. Est-ce que ça veut dire qu'il faut le formaliser? Est-ce que ça veut dire qu'il faut le formaliser, c'est-à-dire l'écrire sur un papier en disant voilà ce que, en travaillant avec moi, vous avez ça comme prestation, et puis morale de l'histoire, ça vous coûte tant. Ça peut en faire partie, et cette transparence, elle nous a conduit ces dernières années à, à montrer patte blanche. Pensons à ce qui a été fait dans la loi Pacte, avec une information du coût de chacun des supports. Pensons à ce qui a été fait dans cet accord de place de février 2021. Où nous avons là aussi expliqué à travers des tableaux qui sont normés sur le marché quels sont les coûts par de services, unité de compte par unité de compte et par produit. Et puis pensons aussi aux travaux plus récents avec la CPR pour déréférencer des unités de compte qui n'auraient pas un couple frais performance suffisamment pertinent pour l'assurer. Donc en fait, il y a eu beaucoup d'efforts de fait, mais c'est vrai qu'on peut avoir le sentiment que il n'en est jamais fait assez.
Une petite comparaison juste, mais c'est pour bien montrer quand même que le secteur est un secteur qui est particulièrement visé sur ces sujets de transparence. Peut-être de manière excessive. Demain, si vous achetez une voiture, ça m'étonnerait beaucoup que le constructeur automobile vous dise combien lui a coûté le rétroviseur, le capot, le volant et les pneus. Et ça m'étonnerait beaucoup qu'il vous donne le niveau de sa marge d'exploitation. Ok, ça fait 40 minutes qu'on est ensemble. Si vous voulez bien, on va faire un dernier tour de piste en réaction et en conclusion. Et puisque vous avez levé le doigt, Henri de Bruyne, je vous donne la parole. Alors, je voulais juste donner 2 chiffres qui me paraissent intéressants parce que le coût du conseil, il y a un coût, qu'on le veuille ou non. Alors nous, par métier, c'est une de nos activités, on le mesure. Il faut retenir quand même que dans la plupart des produits de retail, quand un agent ou un courtier vend ou son collaborateur vend un produit, il faut en moyenne entre 3 et 4 ans pour qu'il recouvre sa mise. Alors, les assureurs, ils retrouvent des données qu'ils ont par ailleurs. On sait bien que quand on vend un contrat auto, voilà. Bon. Donc, juste, je peux me permettre une remarque? Oui. Pourquoi, dans ce cas-là, la place est allée de manière effrénée dans le zéro frais d'entrée, sous prétexte de dire c'est zéro, on va jouer la carte de la liquidité, etc. Et enfin, moi, en l'occurrence, qui vient de l'orbite des consommateurs, la chasse au zéro frais d'entrée sur les produits d'épargne a été absolument sidérante et a quelque part été organisée, non pas par les consommateurs, mais par les producteurs, si vous me permettez. J'ai pas de réponse. Je pense que ça a probablement été une mauvaise idée, parce qu'à force de dire que rien ne coûte, alors qu'il y a toujours un coût. Alors il peut être caché, il peut être induit, tout ce qu'on voudra. Résultat des courses, les données sont les suivantes. Et alors, j'ai pas de données en matière d'assurance vie, hélas, mais souvent j'ai plaisir à rappeler. Alors nous, on mesure par exemple le coût d'acquisition d'un client par une compagnie. Et on compare, par exemple, une compagnie traditionnelle et une mutuelle traditionnelle. Bon, eh bien, les différences de coûts d'acquisition du client, l'écart est inférieur à 3 points rapportés à 100 € de cotisation. C'est-à-dire que le moins cher, il est à 30 et le plus cher, il est à 33 ou 34. Voilà. Donc, on est sur des écarts. Ça, c'était pour répondre aussi à la question sur la transparence. Juste un mot sur la transparence, parce que c'est des sujets sur lesquels on s'échine. La transparence, c'est pas compliqué à démontrer. Mais pour faire un substrat qui soit compréhensible par un client, ça, c'est une autre paire de manches. Parce qu'à force de donner des informations, ils comprennent plus rien du tout. Pascal Chapeloin, votre conclusion? Ma conclusion, c'est que pour venir parler à un client de sujets éminemment compliqués comme l'investissement financier ou l'épargne ou l'assurance vie, on devrait faire un énorme effort sur l'éducation financière de nos clients. Et aujourd'hui, il serait très utile, me semble-t-il, de déployer beaucoup d'énergie pour proposer cette éducation financière, parce que vous imaginez un schéma où le conseil a disparu. Le client va être laissé quasiment à l'abandon. Sa culture personnelle sur ces produits un peu complexes vont faire que de toute façon l'arbitrage, il le fera, je ne sais pas comment. Et derrière, on gérera la suite. C'est-à-dire que il faudra se préoccuper du devenir d'une partie épargne qui peut être avec une durée de vie assez longue. Des choix de support, ma foi, ils seront peut-être celui qui aura le plus beau logo qui sera proposé sur le site internet. Mais en tout état de cause, cette culture financière de nos clients, alors moi je parle pour la France, effectivement, il me semble qu'elle est insuffisante. Et là, il y a réellement un vrai effort à conduire avec les pouvoirs publics sur ce sujet-là. L'ARIS l'évoque. L'ARIS l'évoque, mais petitement. Ça fait 10 ans qu'on nous parle d'éducation financière, on a confié ça à la Banque de France. On voit à quelle vitesse ça avance. Bertrand, sûrement votre conclusion? Oui, en guise de conclusion, je voudrais dire à nos amis qui nous écoutent que quoi qu'il arrive dans le parcours de cette loi, quels que soient les aménagements qu'on pourra obtenir, ou voire les suppressions dans certains cas, je pense qu'il y a 2 points qui ne seront de toute façon pas une option. Le premier, c'est la transparence. Je pense que quoi qu'il arrive, on est parti dans un monde où il va falloir que
on extériorise nos rémunérations de manière claire et limpide pour le client, même si dans certains cas, et le PIA en est probablement un, c'est pas forcément facile. Le deuxième point qui me semble être absolument incontournable pour les courtiers, je l'évoquais tout à l'heure, c'est qu'il faut que les distributeurs, au sens large, soient capables à chaque instant de répondre au principe de value for money, c'est-à-dire d'être capables d'expliquer à leurs clients ce qu'ils font pour leur compte. Qu'il y ait honoraires ou commissions, de toutes les façons, c'est utile. Ça sera d'autant plus utile que je suis malheureusement intimement convaincu que ce à quoi nous assistons aujourd'hui, et encore une fois, quoi qu'il arrive, et quel que soit, on ne peut que l'espérer, les succès que nous aurons dans les négociations qui commencent maintenant, ce sujet d'évolution des rémunérations, ce sujet de passage aux honoraires, c'est un sujet qui existe depuis tellement longtemps, Henri l'a expliqué tout à l'heure, que je suis à peu près convaincu qu'on en a encore pour un certain temps devant nous à devoir le traiter. Ok, Franck Levallois, je vais vous demander votre conclusion, mais comme vous avez eu la gentillesse de venir, je vais en plus vous affubler d'une question. Quand j'écoute le débat, je me dis que pour les professionnels et pour les signataires du dernier communiqué de presse, la bataille va être rude, parce que, notamment quand vous avez fait tout à l'heure référence à l'échéance des 3 ans, c'est pas totalement bien parti. C'est un combat. C'est un combat qu'il va falloir mener à plusieurs. Ce combat, en fait, il avait déjà démarré dans la phase préparatoire à l'élaboration de ce projet de directive. Et je pense qu'il ne faut pas être naïf. Il faut être vigilant. Maintenant, on sait quelles sont les intentions ou quelles peuvent être les intentions réelles de la commissaire McGuinness, ce qu'elle vise, ce qu'elle a en tête réellement. Il en restera quelque chose. Comme l'a dit Bertrand, le texte, il est là. Il ne faut pas croire que par magie, il va disparaître du jour au lendemain. Il est là. Il en restera quelque chose. Maintenant, il faut se battre pour éviter, comme nous l'avons fait de manière unie, en France, avec les pouvoirs publics, mais également au niveau européen, il faut que nous fassions valoir ce que sont, j'allais dire, la réalité de terrain et l'apport de l'assurance vie, des produits d'assurance vie, tels qu'on peut les connaître aujourd'hui, tels qu'ils peuvent être distribués aujourd'hui de manière respectueuse de ce qu'est le conseil à l'épargnant. Merci beaucoup Franck Levallois, merci Henri Debrune, merci Pascal Chapelon et merci Bertrand de Surmont d'avoir été avec nous. On a fait plus long que la demi-heure et vous vous dites mais tout ça c'est de la réglementation et tout ça. Ouais, mais la réglementation c'est des choses qui peuvent potentiellement se mettre en place et c'est très important de gérer le quotidien mais c'est aussi très important de se préparer pour l'avenir. Donc j'espère qu'on vous en donne en tout cas quelques idées de réflexion sur l'évolution des pratiques et l'évolution des comportements pour que évolution ou pas évolution de la réglementation, on aille en tout cas dans le bon sens. Tout de suite, on retrouve Georges Delataille pour le courtier digital.